Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S312 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 16 décembre 2021. Cette émission vous est proposée en partenariat avec MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Thomas Logrin de la société Nikkei Techno France pour parler du marché de la photo d'occasion. Alors, pour commencer, essayons de déterminer un peu les différents avantages qu'on peut avoir à se tourner vers le marché de l'occasion quand on souhaite acheter un nouveau boîtier et ou une nouvelle optique. Alors évidemment, messieurs, le premier argument, c'est le prix. On accède à du matériel à des prix plus accessibles que sur du neuf, donc ça permet de faire des économies, ça permet d'une certaine façon de pouvoir un peu monter en gamme. On peut se payer un boîtier haut de gamme d'une génération précédente, ça permet de faire évoluer son matériel si on rentre dans une logique de reprise de boîtier ou d'optique, ou d'une certaine façon, ça permet aussi de multiplier les achats. Quand on a le budget seulement pour s'offrir un boîtier et une optique, en allant du côté de l'occasion, on peut peut-être s'acheter un boîtier et deux optiques. Oui, tout à fait. Et puis, on a fait quand même des guides matériels en fin d'année là, très axés sur les hybrides, puisque c'est la tendance actuelle du marché, mais tous les gens qui ont encore des réflexes, bien sûr. Là, le marché de l'occasion... C'est un boulevard, c'est plus un marché. Oui, quoi. Absolument. C'est un super marché. Alors, je me suis amusé un peu à faire une petite étude comparative de prix sur certaines références. Alors, j'ai regardé sur mpb.com et ils classent leurs occasions par état d'usage. Donc, moi, j'ai regardé le moins cher dans les catégories bon, excellent et comme neuf. Et j'ai comparé ça au prix qu'on peut trouver sur Miss Numérique, pour le coup, qui est un revendeur de matériel exclusivement neuf. On parle du réflexe. Tu abordais les réflexes, Benjamin. Alors, s'il y a un boîtier qui est un peu sexy en réflexe, c'est le Canon EOS 6D Mark II, qu'on peut trouver dans un excellent état à 949 € sur MPB contre 1299 €, boîtier neuf. Et on parle d'un réflexe plein format. Et on parle d'un réflexe 24-36. Si on monte encore un peu plus haut, le EOS 5D Mark IV, qu'on peut trouver d'occasion à 1729 contre 2599 €, boîtier nu. Ça aussi, ça fait une grosse différence de prix. Et le 5D Mark IV, c'était un peu l'appareil ultime pour outil. de nombreux photographes et vidéastes. Super outil, ultra polyvalent, 30 millions de pixels, 7 images secondes de mémoire, très très bon appareil. Si on reste toujours dans l'univers du réflexe et qu'on va du côté de chez Nikon, voilà, la référence, le D850, on le trouve à 2249 € d'occasion dans un super état. Le réflexe ultime pour moi. Ouais, voilà, contre 2899 € neuf. Et si on pousse les curseurs ou les ISO encore un petit peu plus haut sur un boîtier full professionnel sorti il y a très peu de temps, le D6, on peut le trouver à 5569 € d'occasion contre 7299 € en neuf. Ça fait vraiment des gros écarts de prix. Il faut parler de Sony qui maintient en gamme évidemment ses premières générations, donc les Sony Alpha 7, les Sony Alpha 7 II, qu'on peut trouver désormais aux alentours du millier d'euros facilement. Le 7 II, on le trouve à 650 €. Ouais, non, c'est complètement fou. Là, on peut avoir des outils plein format hybride pour vraiment des sommes assez modiques. Le Canon EOS RP qui commence à vieillir et qui est très discret, qui n'est pas stabilisé, mais qui permet de faire quand même de la photo de paysage ou plein de choses pour, pareil, des sommes tout à fait abordables. 879 € un RP d'occasion en excellent état. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis du côté de la PSC, il y a des choses très intéressantes aussi chez Fuji, notamment le XT3 depuis que le XT4 est sorti, XT2 même, XT2, XT3, des très très bons outils aussi. Moi, j'hésiterais pas à investir sur ces modèles-là. Et puis en micro 4 tiers, alors là il y a pléthore de choix entre un GH5, un G9, chez Olympus, le M1 Mark II, très très bon appareil aussi. Donc là, on peut vraiment se faire plaisir. Donc les gens qui ont commencé à se faire une petite gamme optique avec des modèles, on va dire, d'entrée de gamme, donc chez Olympus, ça aurait été les EM1, les EM10, les EM5, par exemple, peuvent aller taper dans des modèles beaucoup plus haut de gamme, peut-être inaccessibles à un moment, très très bien construits, et les garder un petit peu plus dans le temps. Donc ça devient
vraiment intéressant. Chez Nikon, en plein format, on peut citer les Z6 première génération, Z6, Z7 première génération. 1119 €, un Z6 première génération dans un excellent état. Auquel il faudra ajouter le prix d'une carte XQD puisqu'ils prennent que la XQD. Donc ça, il faudra quand même, faudra quand même le prendre en compte. Néanmoins, c'est pareil, ça devient abordable. Donc en regardant un petit peu chez tout le monde, oui, on va trouver des choses. Et attention, quand on investit quand même sur l'occasion, là je vais parler de Canon en particulier, si on veut acheter du M50, des hybrides APS-C Canon, la gamme optique est de moins en moins développée, pour pas dire pas. Donc attention à ne pas investir non plus dans du matériel qui risque d'être vite obsolète. Alors il y a plusieurs évidemment critères qui interviennent dans la valeur d'un matériel d'occasion. Évidemment il y a son état d'usure, mais il y a aussi le rapport offre-demande. Et si on prend un boîtier hybride récent, un Alpha 7 Mark III, qui, d'après les dires de Sony, est l'hybride 24-36 qui a été le plus vendu de tous les temps. C'est un boîtier qu'on trouve toujours neuf, qui est proposé 2149 € neuf. Il y en a des caisses de ce boîtier d'occasion et on peut trouver des modèles en excellent état à 1529 €. Ça fait vraiment une différence de prix ultra importante, quoi. Ouais, et puis on peut du coup investir dans de l'optique. Bah carrément. Benjamin, hormis cette histoire de prix, est-ce qu'il y a d'autres avantages à se tourner vers le marché de l'occasion ? Ah bah l'avantage de se tourner vers le marché de l'occasion, c'est qu'on fait des économies, ça c'est d'une part. Et puis finalement, il y a un petit peu de démarche écologique dans tout ça. C'est pas plus mal aussi. On fait pas tourner l'industrie à fond et surtout en ce moment, ça fait sens. Quand il y a une crise mondiale de composants, de pénurie, ça permet de s'équiper finalement de manière plutôt raisonnée, quoi. Oui, puis il y a plein de nouveautés qui ont été annoncées, qui sont supposées être disponibles, mais qui en fait ne le sont pas à cause de cette crise sur les composants électroniques. Thomas, toi, vous la ressentez, cette crise-là, vis-à-vis des pièces détachées ? Pour l'instant, peu. Ok. Après, nous, quand on fait des réparations, du coup, on passe pas un boîtier complet. Donc c'est vrai qu'on a encore de la disponibilité sur une grande majorité des pièces. Même les pièces maîtresses type CCD, circuits principaux, c'est encore disponible facilement. On n'a pas trop de délai sur les réparations. Alors par contre, il y a un truc sur lequel il faut faire un peu attention quand on se dirige vers le marché de l'occasion, surtout quand on est un photographe ou un vidéaste professionnel, c'est que évidemment quand on achète d'occasion, on n'a pas de TVA dans la très grande majorité des cas, donc on ne pourra pas récupérer la TVA sur ces activités. Donc finalement, ça, il faut peut en tenir compte, parce que quand un pro investit dans du matériel, il raisonne en hors taxe, donc il a d'une certaine façon déjà une petite économie de 20% par rapport au prix qu'il paye en magasin. Évidemment, ça ne touche que les pros, puisque les particuliers ne sont pas concernés par cette problématique-là. Déjà sur le papier, si on n'a pas besoin d'avoir la dernière nouveauté à la mode, si on n'a pas une utilité d'utiliser les toutes dernières technologies, le marché de l'occasion, ça a l'air d'être un espèce d'Eldorado qui n'a que des avantages, mais il y a quand même une question qui subsiste. Est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo d'occasion ? Thomas, c'est quoi la durée de vie moyenne pour un usage normal d'un boîtier ? Alors là, il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Globalement, les produits ont une espérance de vie bien plus importante qu'il y a quelques années. On voit qu'il y a quand même chez la plupart des constructeurs, quand même moins de rotation des gammes. Donc c'est quand même bon signe, parce que ça veut dire que le produit est plus robuste, mieux construit, plus réparable. Et du coup, il aura une espérance de vie quand même plus longue dans le temps. Et est-ce qu'il faut tenir compte du nombre de déclenchements, annoncé par les marques? Souvent, nous, quand on présente des produits, on dit « Ah, tel boîtier est annoncé pour tant de déclenchements ». Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important à tes yeux, qu'il faut vraiment considérer quand on achète un produit? Quand même, ouais. Sur certaines... c'est important de voir le nombre de déclenchements, parce que ça donne aussi une usure globale du produit. C'est comme le nombre de kilomètres pour une bagnole, voilà, quoi. C'est un peu ça. Mais après, en termes de... En général, c'est entre 150 et 300 000. Ouais, voilà, c'est ça. Pour des boîtiers vraiment experts. Mais après, on voit sur
aujourd'hui sur les hybrides, on a moins de pièces en mouvement dedans, il n'y a plus de miroir, il y a plus... Donc c'est des boîtiers qui tiendront plus dans le temps. Et plus d'obturateurs pour le Z9 la semaine Ah oui, dernière. bientôt il n'y aura plus d'obturateurs. Ça va te faire des tiroirs de plus de disponibles dans ton atelier, ça. Bah là, ouais, c'est vrai que ça fait des produits avec des pièces en moins, donc techniquement, une espérance de vie plus grande. Après, ce qu'on ne sait pas, qu'il faudrait avoir vraiment, c'est les temps d'enregistrement. Parce que pour la vidéo, tu veux dire? Des fois, on ne sait pas. Sur un boîtier qui a déclenché, je sais pas moi, 1000 fois, on ne sait pas combien d'heures il a pu enregistrer. Bah tiens, ça me permet de te poser une question qui est peut-être un peu naïve. Ça s'use un capteur? Alors là, c'est une bonne question parce que on ne sait pas. Si ça peut arriver d'avoir sur des tournages, si tu filmes le soleil ou si tu filmes dans certaines conditions, tu as des capteurs qui arrivent parce qu'ils ont tourné brûlés par des lasers. Ou après, c'est des conditions particulières, mais tu peux quand même avoir, je pense, au fil de l'usage et de l'usage que tu en fais, effectivement, un capteur qui se détériore avec le temps. En tout cas, ça s'abîme, quoi. Tout ce qui est rayures et tout, chez toi, ça doit être un gros classique de la réparation. Après, c'est la différence aussi, c'est que maintenant, du fait que tu n'aies plus ni d'obturateur ni de miroir devant ton boîtier, tu as un capteur qui est un peu à l'air tout le temps. C'est quoi les principales pannes que tu rencontres sur les boîtiers, d'une manière générale? Je dirais que tu as beaucoup de casses, quand même. D'accord, donc c'est pas des pannes, pour le coup. Ouais. Ou alors, des clients, par exemple, c'est quelque chose de tout bête, mais des clients qui font pas attention, qui ont des cartes mémoire cassées, qui les mettent dans les appareils et qui fusillent les lecteurs, ça arrive. La fameuse compact flash mise à l'envers, là, vous vous rappelez de ça sur les réflexes, là, si on la mettait à l'envers, elle rentrait quand même un peu, mais il fallait forcer, puis ça défonçait tous les contacteurs. Il était ultra fragile sur les compact flash. Ouais, mais ça se voit plus maintenant. Non, mais ce que tu dis là, c'est intéressant. C'est comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire que tu as une carte qui est endommagée et tu la mets dans le boîtier? Tu peux avoir une carte qui est fendue et quand tu la mets, ça écrase les contacts à l'intérieur. Et puis maintenant, quand c'est écrasé, souvent, tu peux plus réparer. Tu es obligé de changer toute la carte. Et je reviens sur cette histoire de nombre de déclenchements. Comment quelqu'un peut s'assurer du nombre de déclenchements de son appareil ou de l'appareil qu'il souhaite acheter? Il y a des, ça se trouve dans les menus, il y a des logiciels spécifiques pour ça. Comment ça marche? Il y a des applications ou des logiciels qui font ça. Mais je sais que la plupart des clients font une recherche sur Google pour voir le shutter count de leur boîtier. Et en général, ils prennent une photo et ils la passent sur l'application et ça leur donne le nombre de déclenchements. Ah, et donc cette information-là, elle est dans les données EXIF ou même peut-être à un niveau de données plus chez supérieur. Fuji, c'est dans les menus. Chez Fuji, tu accèdes directement dans les menus. Ok. Sur la série il y a un X100, compteur certifié dans les menus de l'appareil. Absolument. Et vis-à-vis des pièces détachées, Thomas, sur les boîtiers, est-ce que on trouve des pièces pour tous les modèles? On peut remonter jusqu'à quand? Comment ça se passe? Ça dépend vraiment de chaque constructeur. Moi, il n'y a pas une règle fixe. Des boîtiers qui se sont vendus vraiment beaucoup, on aura des pièces pendant longtemps et on aura des boîtiers qui auront été des moins grands succès, on aura peut-être des pièces moins longtemps ou alors justement à l'inverse plus de pièces parce qu'il y aura eu moins de produits sur le marché. Oui, il faut quand même faire gaffe à ça et se renseigner peut-être un minimum aussi quand on achète d'occasion finalement, parce que moi j'ai eu l'exemple d'un D300 Nikon que j'avais récupéré. C'était dans la famille, j'avais récupéré ce boîtier qui était endommagé, l'obturateur était endommagé, et il s'est avéré que la réparation n'était plus possible sur cette série-là. Donc au bout d'un moment, il y a parce qu'il n'y avait plus la pièce. Il n'y avait plus la pièce, et ce boîtier n'était plus pris en charge, hélas. Donc il faut quand même essayer de se renseigner un petit peu. Ça peut être auprès de la marque, auprès du SAV agréé de la marque, pour en savoir plus. Bientôt, on va voir arriver les indices de réparabilité qu'on voit fleurir un petit peu partout dans les magasins sur l'industrie électronique, les téléviseurs notamment. Et ça va arriver sur la photo. Les produits pour la maison. Absolument, domotique, ouais. Tout ça, désormais, ça devient obligatoire. Ça va arriver sur la photo, c'est pas encore le cas. Ça va être intéressant de regarder. Là, je voyais les MacBook, par exemple, Apple, etc., qui sont de très très mauvais élèves, qui ont de mauvaises notes parce que certains composants sont totalement soudés, peuvent pas être changés. Donc tout ça sera aussi à prendre en compte quand on achètera du matériel d'occasion quand même. Et à ce niveau-là, globalement, la conception même des boîtiers,
selon peut-être différents types de constructeurs, rend accessible la réparation ou quand on a un petit truc qui est abîmé, il faut changer tout le composant en entier? Non, quand même, dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, tu travailles plus aux composants sur les boîtiers, parce que c'est ce que tu disais, les composants sont soudés, c'est des semi-conducteurs. Quand tu as des intégrés à remplacer, l'investissement est tel que le constructeur fournit même pas le composant, parce que personne n'a la machine pour refaire une carte ou pour intervenir dessus. Donc on remplace l'ensemble complet. Donc toi, quand tu reçois un boîtier qui est soit donc cassé ou en panne, donc j'imagine la première étape, c'est le diagnostic. Une fois que tu as identifié où était le problème, tu as quoi? Tu as un espèce de catalogue où tu as référencé toutes les pièces que tu peux commander et faire venir? Comment ça fonctionne? Voilà, tout à fait. Tu as un manuel de service, tu as une part list et tu commandes les pièces dont tu as besoin pour la réparation. Et est-ce que un peu dans cette espèce de logique qu'on a déjà un peu en automobile ou sur certains produits électroménagers, où on nous vante la possibilité pour l'utilisateur final de lui-même réparer son matériel, c'est quelque chose qui peut s'envisager selon toi pour quelqu'un de changer une pièce interne dans un boîtier, ou c'est totalement inaccessible et c'est à déconseiller fortement? C'est à déconseiller parce que la plupart du temps, quand un client le tente, tu vois arriver le boîtier après, ça arrive de voir des boîtiers arriver en pièces parce que le client a tenté lui-même puis qu'il s'est perdu en chemin. C'est comme les coiffures pendant le confinement, quoi. Voilà, c'est ça. Faut éviter. Ouais. Complètement. C'est Enfin, moi, pendant le confinement, je me suis lancé dans un changement d'écran d'iPhone et je suis pas peu fier parce que j'ai réussi. Oh, mais Moi-même. il y a de bons DIY en ligne sur YouTube. Bon, après, intervenir sur un stabilisateur, et même sur un capteur, faut quand même... un capteur, on peut le faire, on peut y aller doucement, mais moi perso, je déconseille souvent aux gens. Moi, je leur dis, si en plus, alors si le produit est sous garantie, Oui, voilà, ça. faut pas y aller, quoi. Alors, nettoyer son capteur, c'est possible. Le nettoyage du capteur, moi, je le conseille quand même aux clients parce qu'aujourd'hui, justement, sur les hybrides, c'est quand même compliqué. Le client, faut qu'il ait la possibilité de nettoyer son capteur. Après, c'est bien que 1 à 2 fois par an, en fonction de l'usage, il le fasse faire dans un centre de réparation ou qu'il le fasse nettoyer par quelqu'un qui a vraiment l'habitude et qui va lui nettoyer vraiment son capteur complet, qui laisse pas de résidus de colle ou de produits de nettoyage dessus. Ça, c'est vraiment important que le client sache le faire. Parce que sinon, s'il vient à chaque fois, c'est vrai qu'il peut faire des allers-retours et puis venir te voir 20 fois dans C'est quoi le kit de survie, alors? Je pense qu'une petite poire, c'est bien d'en avoir une pour au moins souffler les grosses poussières gênantes sur le capteur. Après, il existe des kits de nettoyage. Maintenant, je sais pas ce que ça vaut. Je pense que c'est quand même efficace, mais on n'utilise pas ça dans l'atelier. On utilise du papier optique, de l'éther et de l'alcool encore. Donc, pour pouvoir bien rendre un capteur qui soit vraiment propre et sans résidus dessus d'un quelconque autre produit qu'on aurait pu mettre dessus avant. Alors Benjamin, tu parlais de garantie. Alors moi, ça m'intéresse, parce que je pense qu'il y a 2-3 petites précisions à donner autour de ces histoires de garantie quand on achète du matériel. Donc globalement, les produits qu'on achète neufs, ils sont garantis 3 ans. Et on nous propose régulièrement de faire une extension de garantie moyennant finance, sauf pour certaines marques, comme Tamron qui propose la garantie 5 ans d'emblée sur ses produits. Est-ce que ça vaut le coup, Thomas, toi qui es vraiment les mains dans la réparation, d'investir dans une garantie 5 ans quand le produit est déjà garanti 3 ans? Alors, je dirais que si elle est gratuite, il ne faut pas s'en priver. Si elle est gratuite, la question ne se pose pas. Je suis bien d'accord. C'est surtout un gros Maintenant- business, les extensions de garantie. Maintenant, ouais, c'est ça, quoi. Moi, ça me paraît plus un business. À titre personnel, je la prendrais pas dans ce cas-là. Bon, c'est un peu compliqué, toutes ces histoires de garantie. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on achète du matériel d'occasion, on n'a pas tout à fait les mêmes garanties que quand on achète du matériel neuf. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Si c'est acheté à un revendeur professionnel, c'est pas parfois, c'est la loi. En tout cas, si le matériel est toujours sous garantie, qu'on achète du matos d'occasion qui est encore sous garantie, évidemment, la garantie suit le produit. Donc si on a la facture d'origine, on pourra tout à fait faire fonctionner
fonctionner la garantie initiale. Mais si le délai de garantie est dépassé, par contre, cela dépend de où vous allez acheter votre matériel photo d'occasion. Dans le cas d'un achat entre particuliers, il n'y a évidemment pas de garantie, mais si on achète auprès d'un revendeur spécialisé, il y en a une légale de 6 mois. C'est par exemple ce que propose MPB sur son site internet. Nikon propose une solution qui est assez intéressante pour les personnes qui souhaitent vendre leur propre matériel pour recréer une garantie, une sorte de super révision. On écoute Thomas Macaire, responsable du Nikon Plaza à Paris, nous expliquer ça. Effectivement, on a mis en place pour le 3e anniversaire du Plaza en mars l'année dernière un nouveau service qui s'appelle l'occasion certifiée Nikon. En fait, pour les photographes qui souhaitent vendre leur matériel, plus le vendre dans les meilleures conditions, on propose une opération de service après-vente qui consiste en 60 points de contrôle sur l'ensemble des produits qui sont éligibles et qui permettent de garantir à l'acheteur potentiel de l'objectif ou de l'appareil qu'il est en très bon fonctionnement, et la garantie va jusqu'au fait que Nikon garantisse ce matériel pendant 1 an. On va bien évidemment vérifier le système autofocus sur un objectif, vérifier que l'exposition est correcte sur la cellule d'un appareil photo. On va bien évidemment sur un boîtier vérifier que le capteur est pareillé, et puis on va aller jusqu'à remplacer des gainages qui pourraient être usés ou décollés. Alors, le service coûte entre 150 et 250 euros selon la valeur du produit à réviser, selon la cote de l'occasion de chasseur d'images. On commence d'abord par regarder avec le photographe quel est le produit qui doit faire réviser, on regarde la valeur et puis ensuite on détermine le prix. L'idée de cette occasion certifiée, elle est double, c'est-à-dire que le client peut repartir avec son objectif qui aura eu la certification Nikon et ensuite aller le vendre par ses propres moyens, soit dans le réseau de distribution, soit de particulier à particulier. Ce qu'on propose au Nikon Plaza pour le matériel qui a eu cette certification, c'est de les mettre en exposition en dépôt-vente. Donc on a au Nikon Plaza, on a à peu près 600-700 personnes par mois qui viennent au Nikon Plaza, donc ça offre une belle visibilité. Néanmoins, ça reste du dépôt-vente et Nikon n'intervient plus du tout dans la transaction entre le vendeur et l'acheteur. Le photographe qui veut vendre son appareil, son 850 par exemple, le vend au prix qu'il fixe et c'est exactement le même prix qui sera payé par le vendeur. Donc il n'y a pas de commission prise par Nikon sur cette vente. Moi, je trouve ça super intéressant, ce nouveau service-là que propose Nikon. C'est un truc que vous pouvez faire, ça, vous, Thomas ? Ah bah ce serait tout à fait possible, oui, de mettre en place ce type de service pour les marques pour lesquelles on est agréé, tout à fait. Je trouve même que c'est intéressant parce que ça valorise le produit et c'est intéressant pour une marque de pouvoir assurer de la longévité des produits. Vous êtes agréé pour quelle marque ? En photo, on fait Panasonic, Ricoh, Pentax, Tamron. Donc si on a un problème avec du matériel Nikon, Canon ou Sony, on peut quand même venir vous voir ou c'est pas la peine, vous prenez pas ? On a des clients qui nous demandent parce qu'ils ont des optiques. Donc du coup, par exemple sur Tamron, on a des clients qui utilisent du Nikon, du Canon, du Sony. Et on a des clients qui, vu qu'on est dans Paris et que c'est relativement simple pour les clients de venir, on a même des clients qui envoient tout quand ils expédient parce qu'ils ont un doute sur qu'est-ce qui est en panne. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on a des clients qui nous demandent de pouvoir leur gérer le service d'un bout à l'autre. Parce que c'est plus simple, ça leur évite de courir les centres techniques. Et, donc du coup, oui, on le fait. Ah oui, il n'y a pas de frontières, c'est intéressant à savoir ça. Bon, bah on continue un peu du coup dans cette réflexion. Donc évidemment, on le voit, le marché de l'occasion a énormément d'avantages. Le prix, on en a parlé en début d'émission. Une approche éco-responsable aussi, comme tu l'as souligné, Benjamin. On s'est rendu compte avec Thomas que tous ces boîtiers, ces optiques étaient extrêmement bien conçus. Donc c'est pertinent et c'est raisonnable d'investir dans du matériel d'occasion. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on va trouver et pouvoir acheter du matériel d'occasion ? Alors évidemment, la première réponse qui nous vient à l'idée, c'est d'aller chez un revendeur spécialisé, que ce soit un groupe Fox, Camara ou autre, qui tous proposent de l'occasion. On s'est entretenu avec Philippe Provasi, qui gère la boutique Camara Massy. Il nous explique un peu comment ça marche l'occasion dans son magasin. On l'écoute.
Le rayon occasion chez Camara Massy, d'abord, c'est un département vachement important de la boîte. Ça représente quand même aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires. C'est important pour les clients comme pour le revendeur. C'est la bonne solution pour qu'un client se sépare d'un appareil qu'il a tant aimé, un appareil avec qui il a fait le tour du monde ou pas. Et puis, grâce à cette séparation, il va pouvoir se payer un magnifique appareil photo hybride avec des millions et des millions de pixels. Et c'est aussi l'occasion, c'est un moyen d'accéder aux nouvelles technologies sans trop se ruiner. Donc chez nous, ça se passe le plus simplement du monde. On prend comme base la cote chasseur d'images. Alors je dis bien comme base parce que cette cote, elle est à peu près juste. Le prix d'un produit se fait sur la demande. Et chasseur d'images, bien souvent, connaît parfaitement les produits puisqu'il les a testés déjà. Mais derrière ça, il y a des produits, ça marche, ça marche pas. Donc, en fonction de l'offre et la demande, on va proposer un prix au client qui, bien souvent, il y a le rêve du vendeur, la réalité de l'acheteur. Et dans tous les cas, il faut que ce soit un bon compromis où tout le monde est content. Alors là, en prise, chez nous, c'est moi qui m'en occupe. On a tout un tas de logiciels qui nous permettent de mesurer les boîtiers déjà. Plus mon diagnostic technique sera précis et plus mon client final sera rassuré. Parce que bien évidemment, je vais revendre un appareil photo, un objectif ou un accessoire avec une garantie de 6 mois, pièces et main d'œuvre. Et ça, c'est une sécurité pour l'acheteur, parce que lorsque on achète un produit à un particulier, il n'y a pas de devoir de garantie. Lorsqu'on achète un produit chez un professionnel, c'est la loi, il faut garantir ça minimum 6 mois, pièces et main d'œuvre. Alors, on a un magnifique site qui s'appelle Camara Occasion. Ce site-là est très bien fait, c'est basé un peu sur l'ossature comme un peu le Bon Coin, d'accord ? Et là, tous les adhérents Camara qui reprennent du matériel peuvent mettre ce matériel-là en ligne. Il y a plein de produits que je vais doubler sur le Bon Coin. Voilà un peu mes 2 sites et puis de communication de nos produits d'occasion. Alors Benjamin, hormis les revendeurs spécialisés, où est-ce qu'on peut trouver du matos d'occasion aussi ? Je crois que tout le monde aura le même réflexe d'aller sur le Bon Coin. Donc les ventes particulier à particulier, quoi. Oui, alors, ou comme le disait l'interlocuteur, il y a aussi des boutiques qui vendent sur le Bon Coin, qui font les deux. C'est vrai que sur le Bon Coin, on trouve des pros et des particuliers. Et c'est vrai que l'intérêt de passer par un pro, comme il l'a très bien rappelé, comme on l'a évoqué précédemment, c'est que oui, on peut bénéficier d'une garantie légale sur la revente de matériel d'occasion auprès d'un professionnel, ce qui ne sera pas le cas auprès d'un particulier, sauf si évidemment le produit est toujours sous garantie, avec du coup une facture acquittée que le vendeur va fournir et éventuellement une lettre de cession. Ça, on peut demander à l'obtenir aussi, ce sera toujours mieux. Donc, il y a une part de risque à acheter auprès des particuliers. Alors, Le Bon Coin, eBay, auparavant Price Minister, mais ça existe toujours. Ce sont des sites sur lesquels on peut accéder à du matériel d'occasion. Et évidemment, MPB, dont on a beaucoup parlé aussi. MPB qui commence à vraiment monter avec beaucoup d'offres. Tu les as égrenés tout à l'heure, Arthur. Il y a beaucoup de produits vraiment très intéressants, des descriptifs assez poussés, et on peut s'assurer d'un reconditionnement puisque les produits sont passés entre leurs mains, et avant de les revendre, ils se sont assurés de la remise en bon état dans les meilleures conditions possibles, quoi. Donc, c'est ça, mais MPB, c'est pas un site de vente entre particuliers, hein. C'est un revendeur professionnel, quoi, pour le coup. Donc, il y a une garantie. Ouais, mais du coup, c'est comme... finalement, ça reste les particuliers qui le confient à MPB, qui lui le revend derrière. Voilà. Donc, ça reste un circuit très intéressant si on veut s'équiper en matériel d'occasion. Je veux dire, en ligne, Le Bon Coin, MPB, ça me paraît être un bon duo. Et puis, il y a aussi, dans une certaine mesure, certaines marques qui proposent un peu comme Apple, des produits reconditionnés, déclassés, à des prix un peu plus intéressants et qui, là, pour le coup, sont proposés avec la TVA. Donc, pour les photographes et les vidéastes professionnels, ça peut être une option qui est assez intéressante.
Alors pour ceux qui ont eu la chance de voyager au Japon, il faut savoir que là-bas, le marché de la photo d'occasion, c'est un véritable culte. Il y a une boutique, Benjamin, tu dois la connaître, Thomas, je sais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Map Camera, qui est située à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, qui est absolument démentiel pour acheter du matériel d'occasion. Thomas, tu peux nous en parler un peu ? Alors là, pour le coup, c'est vraiment le temple de l'occasion. Et c'est une entreprise, un magasin qui a pas pignon sur rue. C'est très rigolo. Il faut savoir où c'est, quoi. Il faut prendre l'ascenseur pour y aller. C'est au 5e ou 6e étage de l'immeuble. Et il y a un étage par marque, si je me souviens bien. Ouais, à peu près, ouais. Et dedans, c'est relativement serré tellement il y a de matériel. Et par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les produits sont bien mis en valeur. Dans des états irréprochables. Même des produits qui ont beaucoup tourné, ils sont d'une propreté et ils donnent envie vraiment de les acheter. Là, ils pour le tout. coup, les mecs, ils ont absolument tout. Y allé, Benjamin, dans cette boutique ? Ouais, mais moi j'y suis allé pour d'autres raisons. C'est parce que ce quartier de Shinjuku, c'est sur les traces de Daido Moriyama que j'adore plus que tout. Donc voilà. Mais oui, bien sûr que j'y suis allé. J'ai rien ramené. Moi, j'avais, pour le coup, à l'époque, hésité à ramener du matériel, quel qu'il soit d'ailleurs, pour les histoires de factures, de douane. J'avais déjà beaucoup de matériel sur moi, donc j'avais pas franchi le pas. Alors Thomas, du coup, si on décide de se lancer dans un achat auprès d'un particulier, que ça soit un boîtier ou une optique, c'est quoi le check-up qu'il faut faire pour essayer tant que possible d'éviter les mauvaises surprises au moment de l'achat, pas avant d'acheter justement? Alors, je pense qu'en premier, faut acheter un produit qui soit propre. Visuellement, il faut que le produit soit vraiment... qu'on vérifie qu'il n'ait pas de scratch ou d'impact ou qu'il soit pas tout bêtement vraiment sale. D'accord. C'est un peu comme acheter une voiture. Si tu achètes une voiture qu'elle est vraiment en piteux état. Ouais, enfin, on pourrait se dire quand on achète une voiture, s'il y a un petit pet sur la carrosserie, c'est pas forcément rédhibitoire. Sur un appareil photo, ça l'est. C'est différent, voilà. C'est différent parce que le produit, faut que cosmétiquement, il soit propre. Parce que... Okay. Et après ça, il faut vraiment tester, l'utiliser, voir qu'il n'y ait pas un bouton, un joystick cassé ou des choses comme ça. C'est tout bête, mais il faut prendre le temps de le contrôler quand même avant de l'acheter. Ouais, moi je ne conseillerais pas à des gens d'acheter un boîtier à optique interchangeable en ligne sans l'essayer, quoi. Oui, ne serait-ce que pour vérifier qu'il marche. Chez un pro, quoi. Ou alors, sauf à passer chez un pro, ou alors se fier. On peut aussi faire ça en ligne. Moi, je le fais beaucoup, se fier aux avis des utilisateurs. Parfois, même sur le Bon Coin, il y a des vendeurs particuliers qui ont un historique de vente. On peut accéder à l'historique, savoir ce qu'ils ont vendu, ce qu'ils ont déjà vendu du matériel photo, voir les retours des gens sur la fiabilité de l'interlocuteur, la rapidité de réponse des messages, la rapidité avec laquelle l'envoi a été fait, etc., etc. Ça peut donner des indices. Néanmoins, il vaut mieux quand même se déplacer et faire la transaction en direct et presser le déclencheur, s'assurer du bon état regarder l'état du capteur, s'assurer que la batterie tienne un peu, vérifier que l'expo est correctement faite. Enfin voilà, des petites venir choses avec comme une carte ça. Mémoire, venir avec sa carte mémoire, demander à ce que la batterie soit chargée au préalable, venir avec son optique si on a déjà une optique du système en question et faire les essais sur place. Bon, pour un boîtier, ça paraît le minimum. Et pour une optique, il y a un petit check-up à faire. Après, tu vois, sur le boîtier, je vais faire un tout petit retour. Sur le boîtier, c'est vrai qu'après, quand tu as un client qui change de boîtier, c'est vrai que des fois, même si c'est la même marque, il n'a pas l'habitude du boîtier, c'est un nouveau boîtier pour lui. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais que le contrôle est simple au départ. La batterie, comme on a dit en début d'émission, ça tient. C'est vraiment rare d'avoir une batterie. Donc, il faut pas... Je pense que le premier check, c'est vraiment le prendre, s'assurer qu'il soit propre, qu'il soit en bon état, qu'il puisse y shoot un petit peu avec. C'est pareil pour tous les boîtiers. Si déjà ça marche, que la carte fonctionne, déjà il a qu'il n'y ait pas de pixels morts, qu'il n'y ait pas trop de grosses tâches. Il ne faut pas non plus qu'ils se prennent trop la tête à checker toutes ces fonctions parce que dans tous les cas, il faudra qu'une fois qu'il l'aura acheté, qu'il apprenne à le prendre en main, même si c'est parce qu'en général, ils n'ont pas utilisé ce modèle-là avant.
D'accord. Et pour une optique, du coup? Une optique, c'est pareil. Il faut la tester, vérifier qu'il n'y ait pas trop de jeu dans les bagues, voir, pareil, essayer la monter ou venir avec son boîtier et la tester. C'est plus mais simple. des fois, on voit des traces sur les optiques. On peut voir un peu de moisissure, un peu de choses comme ça. Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter? Des micro-rayures sur la lentille frontale. Aussi, Qu'est-ce qui est rédhibitoire ou pas sur une je optique? dirais que la moisissure, c'est rédhibitoire. Ok. Ça, c'est... Ou alors, il faut vraiment que le prix soit intéressant. Quand ça croustille au niveau de la mise au point et du zoom, c'est rédhibitoire aussi. Ouais. Dans ce cas-là, il faut bien le négocier aussi. L'objectif, il y aura peut-être une petite intervention après. Mais c'est plus simple de contrôler une optique parce que tu viens avec ton boîtier, tester à pleine ouverture, voir si tu n'as pas un gros flou. Et pour le coup, ça c'est vrai que pour ce qui est des micro-rayures, quand c'est sur la lentille frontale de l'objectif, bon, c'est pas idéal, mais c'est pas complètement rédhibitoire. Par contre, si c'est sur la lentille arrière, là, faut vraiment plus se méfier. Alors, ça dépend. Les poussières, ça crée du diaphragme. Une rayure, ça peut se voir parce qu'en fonction de la luminosité, surtout si tu tournes, beaucoup de clients tournent aujourd'hui avec, ça peut se voir ça peut gêner ou perturber à la vidéo. Mais après, tu as des clients qui deviennent après terrorisés par l'idée qu'il puisse y avoir de la poussière dans l'objectif. Et c'est vrai que de la poussière, une poussière sous une frontale, ça n'empêche pas de faire une photo, ça se voit pas sur les photos. Ça paraît pas facile de juger par soi-même tout ça, parce que toi finalement tu le vois tous les jours. Bah voilà, c'est tout ça, donc tu vois, distinguer même une poussière d'une rayure. Alors évidemment, si c'est grossi, on va y arriver, mais ça paraît quand même assez subtil. Ouais, mais par exemple, tu as des clients, quand tu leur dis il faut pas qu'il y ait de poussière dedans, ils vont te mettre par exemple une lampe torche ou le flash de leur téléphone devant et regarder à travers, et là ils vont prendre peur parce que tu as des poussières qui sont vraiment toute petite poussière ou une petite imperfection dans un verre, et à ce moment-là ta lumière de lampe se reflète dedans et tu as l'impression de voir plus que ça, alors qu'en vrai tu peux des fois en prendre une neuve et puis si tu passes une lampe dedans tu vois à peu près la même chose. Ouais, t'as l'air assez serein finalement sur tout ça. Enfin, c'est la force tranquille, Thomas. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'est ton job c'est aussi de rattraper le coup, mais on a des clients qui nous, c'est des cas que j'ai déjà vus en fait de demande d'intervention, et c'est vrai que là le client c'est plus t'as un travail à rassurer le client sur le fait que ça fonctionne, que ça le gênera pas. C'est quoi la pire réparation que t'as eu à faire sur un boîtier ou une optique? Raconte-nous un peu des trucs marrants. Vraiment le truc, mais qui paraissait irréparable, la mission impossible. T'as beaucoup de cases de tournage maintenant, donc c'est vrai que tu vois des cases qui sont assez impressionnantes. Ouais. Où on avait eu des cas de caméra, tu sais, ils les fixent sur le bord de la voiture et puis ils font un tournage et puis en vrai, ils arrachent ils shootent une barrière et du coup, t'as plus de semelle sur la caméra, t'as plus d'optique, t'as plus rien, mais tu vois vraiment de tout. T'as des produits qui tombent dans l'eau, t'as des produits qui... franchement, les cas les plus spectaculaires, c'est toujours les clients qui... des fois même, tu te dis, si le client, quand tu vois l'état du boîtier, tu te demandes ce qui est arrivé au client. Tu espères qu'il n'a pas eu la même chose, surtout. Bon, écoutez, on avance. Pour terminer cette discussion, on va parler de la vente, parce que qui dit achat dit forcément vente de matériel à un moment donné, alors que ça soit pour faire évoluer son propre matériel ou pour vider ses placards, comme souhaite le faire Benjamin très prochainement. Il est tout à fait possible de vendre son matériel. Alors, dans ce cas, la première chose qu'on doit essayer de faire, c'est d'estimer le juste prix. Pour cela, il existe une cote, un peu référence. Tout le monde en parle. C'est la cote de chasseur d'images. Nous nous sommes entretenus avec le journaliste Pierre-Marie Salomez, qui nous explique un peu comment cette cote fonctionne. On l'écoute. La cote de l'occasion chasseur d'images remonte au temps argentique. Elle avait été mise au point avec le labo Fnac quand il avait encore son deuxième déclic. Et il cherchait un moyen d'avoir donc des prix fiables pour ce mode de reprise. Donc depuis, la Fnac s'est retirée de l'histoire, mais nous on a continué bien sûr. On la maintient à jour, on intègre les nouveaux appareils au fur et à mesure des sorties, on corrige les prix en fonction justement de ces nouveaux appareils, du marché. On enquête auprès des revendeurs, on demande ce qui se vend, ce qui ne se vend pas, ce qu'ils arrivent à vendre, est-ce que ça se vend bien, ce qui nous permet un petit peu de corriger le tir, parce que ce n'est pas la peine d'avoir des prix qui soient ou surcotés ou sous-cotés, donc on essaie d'avoir le prix le plus juste possible.
Et donc ces prix sont après donc déterminés. Nous, on a déterminé en fonction de 3 catégories qui sont donc l'état d'usage. Donc on a l'état moyen où il y a des traces, il manque des pièces dans la boîte, on n'a pas la boîte, on n'a pas tout. L'état normal qui est un état comme il se définit normal, donc où là on a tout ce qui était vendu avec l'appareil qui est en bon état. Il peut y avoir quelques traces bien sûr de fonctionnement, mais et puis il y a l'état exceptionnel où là c'est presque sorti de boîte. C'est-à-dire c'est un matériel qui a très peu tourné, qui est vraiment très très beau et donc on a déterminé donc 3 prix pour chaque produit en fonction de ces 3 catégories. Donc on a référencé les appareils, les objectifs, les accessoires, les flashs. Alors évidemment, dans toutes ces catégories-là, il y en a qui bougent moins. Le prix des flashs bouge pas trop, mais par contre, le prix des appareils bouge très souvent et on le corrige régulièrement. Quand on est à un état normal, on peut être sur des valeurs qui sont en début de vie de l'appareil, autour de 30% en dessous de la valeur du neuf. Et puis après, plus le temps passe, on peut arriver à des prix qui sont de l'ordre de 60% de son prix neuf, en gros. Ça, c'est sur les appareils. Sur les objectifs, là, ça a un petit peu changé aussi avec le temps. Sur les objectifs qui avant étaient manuels, avec des bagues, très peu d'électronique, leur prix décotait beaucoup moins vite. Par contre, maintenant, les objectifs sont aussi sophistiqués que les appareils, comportent autant d'électronique, la stabilisation, les moteurs intégrés pour l'autofocus. Et donc, avec tous ces apports technologiques, le prix a tendance un peu à se caler sur celui des appareils, c'est-à-dire qu'on est, oui, on va dire au bout de quelques années, sur 60% du prix neuf, quoi, peu de choses près. Bon ben voilà, c'est très clair, on sent que cette cote est toujours bien vivante, elle est accessible à tous, on peut la retrouver facilement c'est mythique, sur internet. Alors du coup voilà, pour se séparer de son matériel, il y a plusieurs solutions. L'une de ces solutions, c'est d'aller chez un revendeur spécialisé qui fait potentiellement de la reprise. Il y a la logique du dépôt-vente, comme le propose Nikon à son Plaza. Et puis après, voilà, la possibilité de le vendre directement via des sites internet de petites annonces entre particuliers, type Le Bon Coin, eBay, Vinted. Je pense très prochainement on finira par voir apparaître des appareils photo sur cette plateforme. Et puis enfin pour terminer, il y a MPB qui propose de la reprise cash en quelque sorte de son matériel. Benjamin, toi tu as pu expérimenter la revente de matos sur MPB. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment ça marche et comment ça s'est passé? Oui. J'ai fait l'expérience avec une optique standard réflexe que j'avais depuis un petit moment dont je voulais me séparer. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir un petit peu comment ça marche. En fait, c'est plutôt pas mal fait. On cherche la référence sur le site, on la trouve, on voit un prix de reprise qui est proposé en fonction de l'état potentiel de l'optique que on évalue nous-mêmes. Donc, état neuf, comme neuf, excellent, etc. On met un grade. Ensuite, on envoie tout cela gratuitement. Il y a un bon qui est donné, qu'on télécharge, qu'on glisse dans la boîte. On envoie tout ça. Et au bout de 5-6 jours, on a un retour qui nous dit que l'objet a bien été rapatrié. Ensuite, ils font eux-mêmes l'expertise et ils reviennent valider ou pas le tarif annoncé en premier lieu. Et on touche un virement sous 3 jours. C'est ça. Voilà, donc ça fonctionne bien. Dans les faits, moi, j'ai eu un retard à l'allumage par rapport aux délais qui ont été annoncés. Ça a été plus d'une semaine pour valider déjà la réception de mon colis, et ça a été une bonne semaine de plus pour la validation du tarif et du virement, mais je veux dire, à la fin, tout s'est vraiment très bien passé. Oui, puis c'est un côté un peu rassurant, parce qu'on pourrait se dire, c'est un peu flippant, j'envoie plein de matos à une boîte en Allemagne que je connais pas. Moi, au début, j'étais pas serein la première fois que je l'ai fait, et finalement, tout s'est très bien passé. Ouais, alors ça se passe bien. Il y a juste un petit aspect qui, à mon avis, demanderait à être un peu amélioré, approfondi. C'est l'origine du produit qu'on envoie. Parce qu'il demande d'écrire en fait un petit témoignage en indiquant le lieu où on l'a acheté, etc., sans fournir de facture. On peut dire un peu ce qu'on veut. Donc après, s'ils veulent faire une vérification, j'imagine qu'avec les numéros de série, ils pourraient y parvenir. C'est une petite zone d'ombre, à mon avis, qu'il faut qu'ils corrigent. Mais j'ai l'impression que ça marche très bien de leur côté et que ils ont l'air un peu peut-être dépassés par leur succès en ce moment. Ils ne se sont peut-être pas penchés là-dessus.
Tu connais, toi, cette entreprise MPB, Thomas? Je connais de nom, Ouais. mais j'ai jamais expérimenté. Il faut que tu proposes un service de diagnostic directement à Paris pour qu'on ait pu envoyer le matériel en Allemagne. Ce serait pas mal, ça. Et pourquoi On pas. irait le déposer chez Nikkei en plein Paris pour le faire expertiser et organiser une reprise. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un premier tour du sujet du marché de la photo d'occasion. On va s'arrêter là pour ce qui est de ce grand débat et on va attaquer le débrief. Nous sommes toujours avec Thomas Legrain pour notre grande discussion sur le marché de la photo d'occasion. Thomas, Benjamin, si on devait essayer de résumer et de synthétiser les informations importantes à retenir de notre grande discussion, qu'est-ce que ce serait? Benjamin, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les avantages, les principaux avantages à acheter du matériel d'occasion? Il y en a deux énormes. Faire des économies et lutter contre l'obsolescence programmée quelque part. Finalement, ces deux se suffisent presque à eux-mêmes. Donc à partir de là, oui, ça paraît, ça fait sens, sauf à courir vraiment derrière les nouveautés, comme les gens qui font la queue devant les Apple Store pour avoir le dernier iPhone. Si on en a les moyens, le marché de l'occasion fait pleinement sens, surtout en photo, et surtout du côté des optiques, où on peut trouver vraiment 10 000 choses, que ce soit sur les réflexes, mais désormais de plus en plus évidemment sur les hybrides, en montureux d'ailleurs principalement, en monture, ceux qui sont équipés en Sony, là, il y a une offre qui est absolument pléthorique, quoi. Thomas, du coup, est-ce que c'est raisonnable d'investir dans du matériel photo et vidéo d'occasion, que ce soit des boîtiers ou des optiques? Est-ce que ce sont des produits qui tiennent dans le temps, qui sont bien conçus, qui sont réparables en cas de problème? Ouais, tout à fait. Comme on disait tout à l'heure, les produits sont plus robustes, plus bien construits et ils se renouvellent moins vite qu'il y a quelques années. Donc ça veut dire que leur espérance de vie est plus grande. Donc si leur espérance de vie est plus grande, ils peuvent effectivement passer d'un propriétaire à un autre propriétaire. Et globalement, en moyenne, on peut compter avoir accès à des pièces pendant combien de temps? T'as une idée un peu? Du fait de la montée en gamme, je trouve qu'on voit encore des produits en garantie qui étaient déjà vendus en 2016-2017. Donc, s'ils sont encore vendus, les clients qui peuvent acheter ce produit d'occasion maintenant, à mon avis, sont tranquilles encore pendant les 5 prochaines années, au minimum, sur la disponibilité des pièces. S'il n'y a pas encore d'indice de réparabilité pour les produits photo, en revanche, il y a des petits messages souvent qu'on trouve dans les enseignes spécialisées photo sous les produits qui sont la durée pendant laquelle on va pouvoir trouver les pièces détachables. C'est ça, un engagement du constructeur Voilà. à garder au catalogue des pièces pendant une certaine période. Que souvent, moi j'ai regardé dernièrement, j'ai trouvé quand même assez courte, de l'ordre de 2-3 ans. Ah ouais, pas Ça plus? fait un peu flipper. Moi j'étais plus sur 10 ans dans ma tête, mais... Je pense que c'est plutôt à titre indicatif, et en tout cas je l'espère, parce que dans les faits, souvent on s'aperçoit qu'on peut réparer, enfin Thomas, Oui, on peut réparer confirmeras. plus longtemps, oui, tout à Voilà. fait. Je pense que c'est vrai que si on te dit les pièces sont dispo pendant 2-3 ans, ça tique peut-être un petit peu quand tu le vois comme ça, mais je trouve que dans les faits, à part quelques exceptions, c'est tout le temps plus long. Et je pense que c'est juste pour voilà, c'est pour pas prendre le risque de donner une date, de trop s'engager sur la dispo, mais normalement c'est rarement vu de cas où les pièces s'arrêtaient vraiment vite. Si on veut être tranquille, on achète du Leica et puis on fait réparer ces Leica M des années 50. Vous avez d'ailleurs, tiens, toi Thomas, une politique un peu comme ça de prévention chez Nickel où vous dites, bon bah voilà, je sais que cette pièce détachée, on me la demande régulièrement, je vais volontairement la surstocker pour être sûr, si jamais au cas où ils arrêtent de la proposer, d'en avoir toujours en magasin, quoi. Et ben moi, j'ai encore jamais été confronté à ce cas-là. Après, c'est sûr que si je vois un produit vraiment très ancien, que le client veut le faire réparer, par exemple, c'est quand tu as passé les 10 ans, on pourrait lui dire qu'effectivement, économiquement parlant, il vaut peut-être mieux commencer la réflexion du est-ce que je fais réparer ou est-ce que je le change. C'est passé 10 ans, si je vois que les pièces sont plus disponibles, ce serait dommage de pousser à une réparation des fois onéreuse
alors que, effectivement, s'il se rabat sur le marché de l'occasion ou sur un boîtier plus récent, il repart sur une garantie. Même le client sera plus serein dans ces cas-là. Après, tu sais, il y a des choses un peu irrationnelles dans la photo. Hein. Il y a de l'affect, il y a de l'émotion et certaines personnes sont prêtes à mettre le prix qu'il faut pour réparer un appareil hors d'âge parce que c'est leur appareil, quoi. Ouais, la simplement. dimension sentimentale. Moi, je l'avais fait avec mon premier appareil, mon petit Leica CL familial aussi. C'est le premier appareil avec lequel j'ai photographié. J'ai fait réparer la cellule. Ça m'a coûté cher. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être si je voulais revendre cet appareil, ce que je ne ferais pas, il vaut beaucoup plus cher aussi qu'à l'époque, puisque Alors Ouais, c'est encore un autre débat. différent, C'est un autre débat. mais c'est un cas un peu différent. Mais si par exemple tu te pointes, je sais pas, chez un réparateur avec un 5D Mark II ou même chez Canon, Et oui. que tu leur dis voilà, je l'aime beaucoup, je veux le faire réparer, bah c'est dommage, mais il n'y a plus de pièces. Et puis après, c'est ça, si on te dit il y a X euros de réparation, mais si tu sais que s'il y a quelque chose derrière, tu pourras pas forcément faire réparer, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de l'investir? Après, c'est le client qui décide, mais bon, il faut le mettre en garde, c'est quand même important. Toi, tu mettais le doigt, Benjamin, là, sur un sujet qui sera peut-être l'occasion d'une émission dédiée. C'est justement le marché du matériel photo de collection et la spéculation qu'on peut largement mettre en place autour de tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Benjamin, quels sont les inconvénients, par contre, à acheter du matériel photo d'occasion? Ça peut être de ne pas avoir accès à des garanties. Et du coup, quand on va aller voir Thomas, de se retrouver à payer des sommes assez colossales, voilà, si on doit le faire réparer, ou de ne pas avoir vérifié, d'avoir eu affaire à de l'escroquerie aussi, tout simplement. Hein. Attention d'ailleurs, sur les sites, on n'en a pas parlé, mais attention aux fausses annonces ou alors aux annonces qui sont vraiment trop belles pour être vraies, quoi. Le produit à 1 euro, voire zéro. En tout cas, n'achetez jamais un produit d'occasion dans un emballage scellé, hein, jamais. Non, mais Il y a forcément un loup derrière ça. Faut faire quand même un minimum attention. Après, les inconvénients, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Si on n'a pas payé une fortune pour acquérir le matériel, si on a fait suffisamment attention et que Thomas l'a très bien dit, on peut faire fi de quelques rayures ou quelques poussières qui vont pas gêner au bon fonctionnement, et faut y aller, quoi. Je dirais que c'est comme Philippe disait tout à l'heure, il faut que ça soit une bonne opération pour le vendeur et pour l'acheteur. Il faut que le client soit content de son achat. Maintenant, l'état du produit, ça peut permettre aussi à l'acheteur de négocier le prix si par la suite, s'il a envie de faire changer une frontale qui a quelques rayures ou faire changer des gainages qui seraient un peu fatigués. Toi, quand tu dis frontale, on parle pas de celle qu'on met sur la tête pour faire de la lumière. Oui. On parle bien de la lentille Tout à fait, frontale. ouais, pardon. La lentille frontale de l'objectif ou même de faire changer des gainages qui seraient un petit peu fatigués sur le boîtier. Ça, dans ce cas-là, si on a envie de faire... ou qu'on pense qu'il sera nécessaire de faire une petite intervention, il faut peut-être en discuter avec le vendeur dans ce cas-là, quoi. D'ailleurs, une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que c'est raisonnable d'acheter du matos photo à un photographe professionnel d'occasion? Ça dépend lequel. C'est comme acheter une voiture à un taxi. Oui, c'est vrai. Benjamin, où est-ce qu'on peut acheter du matériel photo d'occasion en France? On l'a dit, tous les magasins spécialisés, ou en tout cas beaucoup, ont un rayon d'occasion. Donc ça, c'est une première piste. On a entendu le témoignage de Thomas aussi au Nikon Plaza. Donc si on est nikoniste, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Et puis sinon, évidemment, il y a la Chapelle qui est le bon coin, voilà, sur laquelle on peut acheter sa voiture, sa machine à laver et son appareil photo, hein, voilà, en faisant attention. Et aussi MPB, donc on en a parlé, qui a vraiment le vent en poupe, qui est un site fiable. On l'a vérifié, qui est solide. On peut s'y fier. Et enfin, pour terminer, comment on peut faire pour vendre son propre matériel? On peut toujours demander à un revendeur. C'est simple et rapide. Ça s'évite aussi les tracasseries éventuelles avec l'acheteur. Mais après,
comme vous disiez, sur Le Bon Coin, sur des sites type Rakuten, MPB, c'est Oui, puis on peut c'est s'offrir possible. des boîtes à lumière pour des sommes assez modiques désormais, donc faire ses petites photos de produits soi-même aussi pour mettre le produit en valeur. L'idée, c'est pas non plus de faire du packshot de luxe, mais c'est de montrer les produits tels qu'ils sont à l'image pour pas flouer le futur vendeur et ne pas éluder les défauts C'est qui ça. peuvent être des Et puis micro-rayures, bon, etc. dans le processus de vente de matériel, il y a aussi le facteur temps et prise de tête qu'il faut mettre en place. Alors évidemment, si on fait une vente via Le Bon Coin ou eBay, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant économiquement, puisque personne ne prend de commission au passage. Par contre, ça peut être long, laborieux et un peu frustrant avec des vendeurs qui viennent visiter le matériel, qui sont indécis, qui finalement se rétractent au dernier moment. La simplicité, hein, c'est le système de mpb.com. On envoie le matériel. C'est peut-être un petit peu moins intéressant économiquement, mais au moins, on est sûr que Ça c'est dépend. fait rapidement et bien fait. Alors ça dépend. Il faut regarder, du coup, il faut comparer entre ce que va nous dire MPB, aller sur Le Bon Coin en même temps, aller sur d'autres sites, faire la comparaison. Et selon les produits, ça peut être tout à fait intéressant de passer par MPB et gagner du temps. Merci beaucoup, Thomas Benjamin, pour toutes ces explications.